le thème d'Un temps pour notre couple aujourd'hui sera la dépendance affective dans le couple, construire une meilleure vie relationnelle. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Dans cette 9e vidéo et la suivante sur le sujet de la dépendance affective, je vais expliquer comment traiter cette dépendance affective. Nous avons vu dans la précédente vidéo que les patients ont pu découvrir l'autocompassion, l'indulgence à leur égard et l'acceptation de ce qu'ils sont, avec ce qu'ils peuvent apprécier en eux et ce qu'ils aiment moins. Ayant renoncé à la perfection, ils sont désormais en mesure de tolérer l'imperfection des autres. Ayant admis leurs faiblesses, leur vulnérabilité liée à leur humanité, ils les admettent plus volontiers chez autrui. Ils ont compris que leur bonheur est d'abord en leurs propres mains et que les autres ne peuvent y contribuer. Débarrassés du lourd fardeau de cette obligation à les rendre heureux, ces autres vont pouvoir bénéficier d'un regard plus objectif sur ce qu'ils sont et sur ce qu'ils sont en mesure d'apporter. Les patients apprennent le renoncement à des idées et à des croyances qu'ils quittent parfois très difficilement. Alors, dans la première partie, on va voir les renoncements nécessaires. Le temps est venu de renoncer à quelques illusions qui n'entraînaient que de graves désenchantements, comme celle qui voudrait que l'on soit totalement compris par les personnes qui nous aiment. C'est une illusion, car il est rigoureusement impossible de se mettre complètement à la place de l'autre. Étant les seuls à nous connaître réellement en profondeur, il est essentiel de demeurer fidèle à soi-même. C'est nous qui déterminons quel sens nous donnons à ce qui se passe. C'est nous et nous seuls qui déterminons l'importance que nous attribuons aux situations que nous vivons. C'est nous qui seuls connaissons nos priorités. Bien évidemment, personne n'a réponse à tout et il est souvent conseillé de faire appel à des experts qui sauront nous guider. L'idée d'une autonomie totale n'est qu'une utopie et surtout le reflet d'une psychorigidité. Nous avons besoin des autres. Cependant, c'est notre choix de faire appel à eux. Ils n'ont rien à imposer. Il est urgent de renoncer également à ce que les parents comprennent totalement leurs enfants. Comme il est illusoire et infantile aussi de croire que les parents vont changer pour devenir enfin ce que leurs enfants voudraient qu'ils soient. En règle générale, il est préférable de renoncer à tout projet de changement sur l'autre, les autres. Une autre illusion est à abandonner, celle conservée depuis la toute petite enfance qui nous porterait à croire en notre omnipotence, notre toute-puissance. Les patients ont payé très cher, émotionnellement parlant, de croire qu'il leur suffisait de se mettre au service inconditionnel des autres, de se sacrifier à eux pour recevoir de l'amour en échange. Cette croyance relève de la pensée magique de l'enfant. L'adulte doit s'en séparer pour se débarrasser d'une dépendance affective pathologique. Dans le même ordre d'idées, les patients renoncent à l'illusion qu'ils peuvent avoir un contrôle total sur autrui, comme l'avaient leurs parents sur eux-mêmes. La vie relationnelle, pour être agréable, épanouie et épanouissante, se doit d'être égalitaire. Renoncer à contrôler l'autre, c'est savoir se désengager de sa vie lorsqu'il ne nous demande rien. C'est alors cesser de rechercher inlassablement des marques d'approbation ou de reconnaissance. C'est quitter la dépendance et la codépendance. Les notions de contrôle humain sur soi et de perfection doivent également être lâchées définitivement. L'être humain est faillible. Sans doute les patients ont-ils déjà renoncé à cette croyance qu'il est persuadé que le bonheur ne peut venir que de l'autre. Un être humain ne peut donner que ce qu'il a et il n'est même pas obligé de le faire. Chacun d'entre nous a ses limites, tout comme il possède un libre arbitre. Cela les renvoie face à eux-mêmes et à leurs responsabilités à leur égard. Il convient aussi de renoncer à certaines attentes impossibles à satisfaire. Les déceptions seront moins intenses. Elles ne précéderont plus la rancune, la frustration et la colère. Ainsi, les attentes vont être revues à la baisse. Elles seront plus facilement satisfaites car plus adaptées à chaque personne. Pour parvenir à ce renoncement, certains deuils s'avèrent nécessaires. Deuil de la mère idéale, du père idéal, de la famille idéale, du conjoint idéal, de l'ami idéal. Apprendre à être pour soi une bonne mère et un bon père est une étape essentielle de la thérapie. Les patients sont invités à réfléchir aux qualités et aux comportements qu'aurait eu une mère idéale et un père idéal, puis de chercher en eux-mêmes s'ils possèdent ces qualités. Les patients sont alors invités à mettre en œuvre l'ensemble de ces ressources pour devenir une bonne mère vis-à-vis d'eux-mêmes et s'apporter ce dont ils ont besoin. Cesser de le chercher ailleurs et d'être constamment déçus. Le thérapeute, conscient des fréquents dilemmes vécus par les patients, se doit de les guider vers l'acceptation de la nécessaire tolérance, non seulement à la frustration, mais également à la souffrance. Les patients peuvent être pris de doute quant à leur réelle motivation. Consciemment, ils sont pleinement désireux de ces importants changements, tandis qu'inconsciemment, l'espoir de prolonger l'immaturité affective risque de persister. Devenir responsable de sa vie peut encore faire très peur. Le thérapeute doit se montrer très attentif et les rassurer régulièrement sur l'importance de ce nécessaire travail,
sur les nombreux avantages qu'ils retireront de ces renoncements successifs. Séance après séance, ce travail thérapeutique les renvoie à une réalité qu'ils avaient depuis si longtemps bannie ou ignorée. L'obligation de ne compter que sur eux, de renoncer désormais à leur sentiment d'impuissance, à l'apitoiement sur eux. Un autre renoncement encore, abandonner la croyance selon laquelle leur mission sur Terre est de faire le bonheur des autres. Il ne s'agit pas de cesser d'être utile, mais d'apprendre à l'être à bon escient et en réponse à une demande. Apprendre à être réellement utile tout en restant fidèle à soi-même, sans mettre dans l'ombre ses propres besoins. Voici enfin les renoncements les plus douloureux liés à celui de plaire et qui débouchent sur la terreur d'être peut-être moins aimé. Moins aimé ou pire, ne plus être aimé par certaines personnes. Il s'agit bien là de renoncer pour toujours à la fusion, à la dépendance affective pathologique, d'accepter de se détacher en existant, de devenir un individu à la fois séparé et relié à d'autres. Il s'agit d'un processus normal qui permet de se sentir une personne entière et complète. L'idée même de se détacher renvoie immanquablement à l'angoisse archaïque de séparation. Il faut rassurer et rassurer encore sur le fait que l'on est mieux aimé si l'on est séparé. Une séparation qui ne va pas sans peine, mais qui autorisera l'apprentissage d'une solitude bien vécue. Devenir capable d'être seul avec soi-même permet un amour authentique pour l'autre. Accepter la séparation, le détachement, ne peut se faire que si l'on a su construire des frontières efficaces entre son monde intérieur et le monde extérieur. Donc nous allons voir maintenant comment construire des frontières extérieures. Ou pourquoi c'est important de construire des frontières extérieures. Lorsque la notion de séparation est bien intégrée, les patients sont aptes à reconnaître qu'ils sont différents des autres, uniques en leur singularité, capables d'établir une nette distinction entre eux et autrui pour ne plus se diluer, se perdre dans ces autres. Être connecté signifie être en lien, avoir une relation. Si on n'est pas séparé, on ne peut pas se connecter. Depuis l'enfance, nous défendons jalousement notre lit, notre étagère, notre tiroir, notre chambre, nos affaires, et nous avons raison, il y va de notre sentiment de sécurité. Sans cet espace personnel, nous nous sentons en danger et pouvons très vite devenir agressifs. Il en va de même pour ce qui concerne notre espace personnel cognitif, psychologique et affectif. Il nous faut le défendre contre toute forme d'intrusion. Avec les meilleures intentions du monde, nous risquons bien souvent d'envahir quelque peu le territoire de l'autre. En réalité, nous n'identifions ces empiètements sur notre territoire personnel qu'en étant très disponibles à ce que nous ressentons. Une fois que nous ressentons des émotions de l'ordre de la colère, mais sans toujours savoir vraiment pourquoi. La colère peut être générée par une intrusion dans notre territoire personnel invisible. La colère, comme la révolte, est nécessaire pour faire cesser toute forme d'intrusion. D'autant plus que cette saine colère peut s'exprimer dans le plus grand calme, un calme qui trouve sa source dans la certitude d'être dans son bon droit. Le but des frontières est de se protéger du monde, de ne pas être submergé par les émotions des autres ou des situations physiquement, mentalement, émotionnellement ou spirituellement dangereuses. Toute forme de contrôle sur l'autre est intrusive. Certaines personnes ont la fort désagréable manie de finir les phrases commencées par les autres. Quelle prise de pouvoir et quelle intrusion! Protéger son territoire consiste aussi à expliquer aux personnes de son environnement proche que l'on peut avoir envie de solitude ou de silence à certains moments, sans que ce soit interprété comme une bouderie ou le signe de mauvaise humeur. Ce territoire personnel, psychologique, mental, émotionnel, est celui de notre identité. Il représente le dernier bastion de notre moi profond. Il génère les plus grandes colères lorsqu'il est envahi. Le renoncement à la fusion et à l'acceptation de la séparation vont aider les patients qui souffraient d'une dépendance affective pathologique à se détourner de ce qui était chez eux extrêmement spontané et tellement intrusif. Il leur faut maintenant déterminer clairement ce qui leur appartient et ce qui appartient à l'autre. Séparer ce qui est leur problème de ce qui est le problème de l'autre. Ce qui est leur propre émotion de ce qui est l'émotion de l'autre. Ce qui est sur leur territoire de ce qui est sur le territoire de l'autre. Une bonne relation avec soi permet de faire tout ce qui est nécessaire pour protéger son territoire. Une solide estime de soi autorise à en préciser le tracé, à le rendre clair pour soi-même et pour les autres afin de s'y sentir en sécurité. Il s'agit de clarifier ces frontières extérieures qui, grâce aux ouvertures, ne signifient pas l'exclusion des nécessaires nourritures affectives. Bien au contraire, elles permettent de se sentir impliqué dans la vie des autres en choisissant les limites de cette implication et en refusant à autrui l'autorisation de vous critiquer quand vous ne leur demandez pas leur avis, ou pire, de vous faire des remarques malveillantes. Il s'agit aussi, avec les frontières extérieures, de trouver un équilibre entre rester fidèle à soi et le désir d'aider les autres, certains autres. Tout va dépendre de qui il s'agit, de la nature de la demande, sans demande, il n'y a pas d'aide, mais du sauvetage, de son envie d'y consacrer de l'énergie et de quelle quantité d'énergie l'on dispose à ce moment-là.
Il ne peut exister de véritable empathie, c'est-à-dire l'aptitude à comprendre l'autre en décidant, pour un moment, de voir la situation avec ses yeux et non plus les vôtres, tant que l'on s'imagine dans l'obligation d'aider quelqu'un, ce qui implique de le sortir de l'égocentrisme pour se brancher sur l'autre. Les patients qui souffraient d'une dépendance affective pathologique sont désormais sortis du déni de leur réalité. Ils ont réussi à construire de bonnes relations avec eux-mêmes et avec les autres. Ils vont maintenant s'engager sur le chemin qui va les mener vers la maturité affective. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Pour travailler ce thème, je me suis toujours inspirée fortement du livre Vaincre la dépendance affective pour ne plus vivre uniquement par le regard des autres de Sylvie Tenenbaum. Pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger maintenant, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était Un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux sujets.